Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 22 juillet 2020 et tout de suite les principaux titres. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que notre confrère Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu est porté disparu et toujours pas de lumière sur sa disparition. Les défenseurs des droits humains demandent que la justice fasse son travail. Le parti CNDD-FDD occupe la majorité des sièges du Sénat. Ce dernier ne pourra pas remplir pleinement son rôle. Avis de l'analyste politique Jean-Marie Nahimera que vous suivrez dans ce journal. Perte de petits emplois, arrêt de certaines activités, quelles sont les conséquences des mesures prises par certains gouvernements dans la lutte contre le coronavirus sur la vie des réfugiés burundais? Les réponses dans l'émission Défis de chez nous, en fin de ce journal. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 4 ans, jour pour jour, que le journaliste Jean Bigirimana du groupe de presse Iwachu est disparu. Jean Bigirimana a été appelé le 22 juillet 2016 par des agents du service de renseignement à Bugarama, en province Muramvya. Son enlèvement n'a laissé aucune trace. Certaines associations de défense des droits humains s'étonnent que tant la police que la justice soient silencieuses sur sa disparition. Le point avec Rodrigue Ndikumwami. Le 22 juillet 2016, Jean Bigirimana a prévenu sa rédaction du journal Iwachu vers 11h qu'il allait faire se rendre à Bugarama sans donner de précisions. Selon le journal Iwachu, Jean Bigirimana avait été arrêté sur la route tout près de Bugarama en province Muramvya. Il a été amené dans un véhicule du service national de renseignement. Une disparition qui, 4 ans après, continue de soulever beaucoup de questions. Le directeur du journal Iwachu dit que ces journalistes ont été aussi loin qu'ils pouvaient dans leurs enquêtes. Néanmoins, grâce à leur persévérance, des corps qui avaient été jetés dans la rivière Mubarazi ont été découverts et repêchés, avec l'espoir que l'un d'eux serait celui de Jean Bigirimana. Mais selon l'administrateur de la commune Muramvya de l'époque, les deux corps ont été enterrés car ils étaient dans un état de décomposition avancé. L'administrateur a indiqué que les deux corps ont été inhumés sur ordre du procureur de la République en province Muramvya. Mais ce qui a étonné le journal Iwachu est que les deux corps ont été enterrés avant de les identifier ou de procéder au test ADN et à l'autopsie pourtant réclamée par le journal. Jusqu'ici, et la justice et la police restent silencieuses sur le dossier au grand regret de la direction du journal Iwachu. Merci Rodrigue Ndikumwami et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 275 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Gide Harelimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et toujours parlant droits de l'homme, dans la suite des émissions parcours de la télévision Renaissance, aujourd'hui nous vous proposons de suivre l'extrait d'une des victimes des massacres de Lusengo en province Ruigi, massacres ayant eu lieu au lendemain de l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993, Richard Nijimbere. C'était un dimanche. Nous avons vu un groupe de gens qui venaient, parmi eux des voisins qu'on connaissait, mélangés avec des éléments de l'armée régulière. Nous étions une soixantaine, massés près d'une maison d'un voisin. Ils nous ont demandé d'entrer dans cette maison pour qu'ils puissent nous protéger. C'était une maison en paille. Au lieu de nous protéger, ils ont brûlé la maison en mettant le feu sur les 4 angles de la maison. Après, des hommes armés de fusils se sont postés devant les 2 portes de cette maison traditionnelle, afin de tirer sur quiconque tenterait de sortir. Nous sommes restés à l'intérieur de la maison et le feu nous a atteints. Nous avons été sérieusement brûlés. Même la table sous laquelle je m'étais caché a commencé à brûler. Les braises nous tombaient dessus. Mourir, brûler vif, c'est une souffrance insoutenable. Vous n'avez plus retrouvé vos parents? Ils les ont tués ce même jour du 24 octobre 1993. Ils ont été tous tués par balle au moment où ils nous ont donné l'ordre d'entrer dans la maison. Nous étions 6 enfants, 4 ont survécu. On avait un nourrisson, mais suite au manque de tout, du lait notamment, parce que la maman n'était plus pour l'allaiter, il est décédé. L'autre petit frère, qui n'avait que 3 ans,
est mort dans cette maison incendiée. On ne l'a pas revu. J'étais convaincu, sans le moindre doute, que personne au Burundi n'avait souffert comme moi. Mais, arrivé à la maison Shalom, j'ai vu d'autres rescapés qui avaient été gravement blessés à la machette, par exemple au niveau du cou, ou ceux qui avaient les yeux arrachés. Eux disaient que les assassins étaient de mon ethnie. J'ai alors commencé à me poser des questions. Avant, je pensais que c'était l'autre ethnie qui était criminelle. Mais alors, même les gens de ma propre ethnie ont commis de telles atrocités. L'idée de vengeance que je nourrissais à cette époque, je me suis alors rendu compte que ça revenait à faire exactement ce qu'avaient fait nos bourreaux. Et j'ai vu que je n'aurais d'autre destin qu'une vie de cauchemar, comme une personne maudite, paranoïaque, hantée par ses crimes. Ainsi, j'ai vu que la vengeance n'est pas une bonne chose. Ce que je ne souhaite pas, c'est l'immunité générale. Le pardon doit être accordé à celui qui reconnaît le crime qu'il a commis et demande pardon. Cela pour que tout Burundais sache qu'il y a des limites à ne pas franchir et sache que tuer l'autre n'est pas une solution. Hariho izindi nzira zo gutorera inyishu ibibazo atari mu gusesa amaraso. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission sur les différentes plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Le Sénat, composé à majorité par le parti CNDD-FDD, ne lui sera pas facile d'accomplir sa mission de contrôler le gouvernement. Le risque est qu'il sera au service du président pour servir le parti État. C'est l'analyse de Jean-Marie Nahimera, analyste politique, qui met en doute la crédibilité de ces sénatoriales issues d'un processus électoral qui ne rassure pas tous les participants. Selon lui, cette institution, combien importante selon ses missions prévues par l'accord d'Arusha, ne sera pas d'une grande importance. Jean-Marie Nahimera. Ce qu'on peut dire, c'est que le Sénat est supposé être une institution comme l'Assemblée nationale qui contrôle l'action gouvernementale. Ce qui la différencie, par exemple, de l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat devait être une institution plus pluriethnique, parce que c'est pourquoi il doit y avoir 2 sénateurs par province pour qu'il y ait un équilibre. Avoir la tendance du gouvernement en place, on voit que ces équilibres ethniques ou autres n'ont pas vraiment une grande signification, puisque la philosophie de ces équilibres, c'était de faire une société où aucun groupe, qu'elle soit politique ou ethnique ou autre, n'ait une domination absolue sur la sphère politique et d'autres sphères du pays. Parce qu'on avait vu dans l'histoire que chaque fois qu'un groupe, par exemple ethnique, a une présence absolue dans le gouvernement, il a tendance à exclure les autres groupes ethniques. On a maintenant une tendance du parti au pouvoir, CNDD-FDD, à étendre son contrôle sur toutes les sphères du pays. Ce n'est plus un contrôle, disons, de nature ethnique seulement, mais c'est un contrôle qui n'est pas très différent, par exemple, des autres contrôles qui étaient exercés par les pouvoirs qui étaient posés être militaires. Par exemple, du temps du parti unique. C'est une logique du parti unique qui se profile. Cette logique est dangereuse puisqu'elle ne permet pas à d'autres partis d'émerger et ne permet pas à ces institutions comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale de faire leur travail, puisque le travail de contrôle gouvernemental n'est pas possible. Il n'est pas possible dans la mesure où que ce soit les sénateurs, que ce soit les parlementaires, ils sont là, ils mettent dans la logique du pouvoir pour faire valoir la politique du président qui est là. Jean-Marie Nahimera, analyste politique. Les conséquences de l'arrêt des activités dans certains pays pèsent lourdement sur les réfugiés burundais qui vivaient grâce à leurs prestations. Ceux du sud du Rwanda, par exemple, ont perdu leur travail après des décisions du gouvernement visant à lutter contre la pandémie de la COVID-19. D'autres n'ont plus de débouchés pour leurs produits. Une solidarité a été une réalité pour la communauté de la province de Rouillé, comme l'a constaté la synergie des médias Radio Inzamba, RPA et la télé Renaissance dans le cadre du magazine Défis de chez nous, reportage signé Réveria Badzikamwe. L'école Sinapi School est l'une des écoles qui avait embauché les Burundais parmi les réfugiés résidant dans le district de Houillé, à quelques trentaines de la Kanyalou, la frontière rwando-burundaise. L'école a dû fermer ses portes, comme d'autres écoles, tant publiques que privées, dans le but de lutter contre la pandémie de la COVID-19. Comme l'explique Lita Chitegetse, chargée des finances de l'école, elle explique que les salaires provenaient du minerval des élèves. Nous sommes déjà payés par les parents qui payent le minerval et nous profitons de ce minerval pour pouvoir vivre.
Alors maintenant que les enfants nous sont pris ici, nous ne pouvons pas avoir le salaire depuis le mois de mai. L'impact a été surtout du côté du staff et qui a perdu presque surtout le salaire et qui est là sans boulot. C'est un regret effectivement du côté d'un Burundais qui travaillait à Senapi School, Etienne Manirakiza. Il éprouve beaucoup de difficultés pour gagner sa vie sans aucun revenu. Moi, je suis enseignant à l'école primaire de Senapi. Le coronavirus est survenu au moment où je venais d'y passer quelques mois. Et aussi, on a suspendu les contrats. Ça nous a touché. Il y a eu un impact majeur par rapport à la façon dont on vit, parce que je vivais grâce à ce salaire et au moment où donc le contrat a été suspendu, vous entendrez bel et bien que la vie n'est plus possible. De toute façon, ce n'est que la survie. Dans cette localité, nous y avons également rencontré Loïc Manelakiza qui vit avec sa mère du métier de couture et de la fabrication de divers objets, entre autres le couvert de table. Il n'a plus de débouchés malheureusement de ses produits. Il ne désespère pas malgré cette situation de la Covid-19. Pas vraiment, on ne peut pas vraiment désespérer parce que, ouais, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de clients, mais avec le temps, on espère que l'épidémie va s'arrêter et qu'on va retourner à la vie normale. Comme ça, on préfère avoir des produits à vendre lorsque tout va retourner en ordre que de n'avoir rien à vendre lorsque tout va bien aller. En général, beaucoup de clients aiment nos produits parce qu'ils trouvent qu'ils sont intéressants, mais le problème de moyens persiste toujours. Surtout en cette période difficile, beaucoup nous disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter nos produits. C'est en gros le plus gros problème qu'on a. Beaucoup de gens qui nous achetaient nos produits, en général, c'était des réfugiés comme nous, des gens qu'on connaît parce qu'on ne voit pas beaucoup nos produits sur le marché parce qu'on n'a pas encore assez de moyens pour le faire. Donc ceux qui nous achetaient nos produits, c'était des gens qui avaient du travail qu'ils faisaient chaque jour. Donc si leur travail s'arrête, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Cet espoir de ce jeune homme s'annonce déjà à travers le déconfinement partiel qui permet l'ouverture de certains domaines de la vie, entre autres les restaurants et certaines boutiques. C'est le cas de l'association des femmes qui gérait un bar-restaurant, mais récemment, elles ont eu la permission de rouvrir le restaurant. Emeline Kanhindi, une de ces femmes associées, s'en réjouit. On a demandé des conseils à nos amis. Ils nous conseillaient d'ouvrir le restaurant parce que les restaurants fonctionnent normalement. Avec les deux autres femmes, nous sommes assises ensemble et nous nous sommes décidés de changer le business puisqu'avant c'était le bar et maintenant nous avons ouvert le restaurant. Moi je peux conseiller à d'autres Burundais qui sont réfugiés ici d'essayer de se réunir ensemble. Puisque si on reste à la maison seul, ça ne marche pas. Mais si on songe d'aller travailler avec d'autres personnes, vous récoltez des idées pour d'autres et puis vous construisez ensemble le business. C'est un esprit de solidarité qui prévaut entre la communauté burundaise qui a réussi à s'intégrer dans la société rwandaise. Père Rémi Sengiyumva, curé de la paroisse Rango, dans son district de Houye, le témoigne durant cette période difficile. Par la prédication, je vois qu'ils commencent à faire quelque chose. Il suffit de les approcher comme bergers, comme pasteurs. Et quand on les approche, on leur dit la situation et on leur dit qu'ils doivent partager avec les autres comme chrétiens. En se basant de l'évangile, la charité fraternelle nous oblige de partager avec les autres. Et quand même, certains, et beaucoup même, ouvrent les mains, donnent à ceux qui n'en ont pas et donnent à la paroisse. Et la paroisse parvient à distribuer à ces différentes catégories
les nationaux et les étrangers burundais qui sont en refuge ici. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas assez de ces problèmes. Nous sommes unis, Burundais, Rwandais, nous sommes unis, chrétiens, catholiques et d'autres chrétiens, et d'autres personnalités, d'autres différentes religions. Nous partageons ce qui est, et dans notre devise, nous disons, dans le peu et le plus, le surplus, je vais offrir au Seigneur ce que j'ai. Et c'est ça notre devise. Nous offrons ce que nous avons, ce que nous pouvons, on distribue et dans la charité. Et ils sont contents parce qu'ils savent que c'est Dieu qui nous a donné. Et comme nous sommes de Dieu, ils savent que Dieu n'a pas de distinction, ne distingue plus, ne distingue pas, ne catégorise pas. Il sait que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Pour ce passage très dur de la pandémie, les Burundais ont développé une solidarité sans faille. Ceux qui parviennent à récolter quelque chose le partagent avec d'autres. Entre États, cela constitue une expérience de la vie qui pourra améliorer les vies après, selon les témoignages. Merci à Révérien Badzi Kamré. C'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Et nous vous rappelons que vous pouvez suivre nos émissions sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube. Au revoir.